Bonjour à tous et bienvenue pour ce 3e mardi des Bernardins. Je suis très heureux de vous accueillir ici, dans ce collège des Bernardins. Bonjour aussi à ceux qui nous retrouvent sur KTO et sur Radio Notre-Dame. Alors vous le savez, vous allez suivre ce soir 52 minutes ensemble sur un thème bien particulier. Tous égaux, une imposture, point d'interrogation. Et j'insiste sur ce point d'interrogation. 52 minutes ensemble pour développer ça avec mes 4 invités que je vais présenter dans quelques minutes, juste avant une présentation de ce thème, car ce thème est proposé par l'équipe des Entretiens de Valpré, équipe dirigée par Guylain Lafont, à qui je laisse la parole. Chers amis, pour la 3e année, nous ouvrons au Collège des Bernardins les Entretiens de Valpré qui se tiennent chaque année à Lyon. Ce partenariat nous tient à cœur. Que les responsables du collège en soient remerciés. Nos remerciements vont également vers les médias qui nous accompagnent tout au long de cette année de préparation. La chaîne de télévision catholique KTO, le réseau RCF, les publications de Bayard, particulièrement La Croix, Pèlerin et Panorama, acteurs de l'économie et le soutien de Radio Notre-Dame, Famille chrétienne et Valeurs actuelles. 2 lieux, 2 dates sur un même thème qui est cette année celui de l'égalité. Que le débat de ce soir et la suite de nos échanges la semaine prochaine à Lyon nous fassent grandir et progresser sur la façon dont nous voulons être les acteurs du changement dans notre société. Alors que les bouleversements sur des sujets essentiels, aussi bien économiques que sociétaux, nous engagent. Soyons à la manœuvre de la mutation de notre pays, à notre place, et contribuons à l'élargissement de son rayonnement. C'est encore la raison d'être de cette 12e édition des Entretiens de Valpré, et rendez-vous à Lyon le mardi 1er octobre. Merci. Merci Guylain Lafont. Guylain, président des Entretiens de Valpré, président du conseil de surveillance de Bayard Presse, qui a ouvert officiellement cette 12e édition des Entretiens de Valpré avec nous ce soir, tous ensemble. Je présente mes invités à ma droite. Marie-Claire Capobianco, merci d'être ici sur ce plateau, merci beaucoup. Vous êtes membre du comité exécutif de BNP Paribas et seule femme à ce comité. Et vous êtes le directeur des réseaux de France. J'ai lu même, on pourra en reparler dans un magazine féminin, que vous êtes l'incarnation de la réussite au féminin. Ça me fait un peu peur. À ma gauche, Frédéric Bedos, journaliste issu d'une famille incroyable de 18 enfants. On connaît un petit peu votre histoire dans les médias depuis quelques années parce que vous êtes aussi fondatrice du projet Imagine. Et ça, c'est un grand projet que vous mettez en place qui est plutôt médiatisé. Vous allez nous dire où ça en est. En gros, l'objet, c'est de donner un coup de projecteur sur les héros anonymes. Vous nous expliquerez qui ils sont. Stéphane Trépoz, à ma droite, président de Sarenza aujourd'hui, vente de chaussures par Internet à distance. Et vous êtes l'ancien PDG d'AOL, c'est à cette époque aussi qu'on vous a bien connu. Vous avez été business angel. Vous nous expliquerez aussi votre version de l'égalité. Et enfin, Monseigneur Luc Ravel, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'évêque aux armées françaises. Après avoir fait des études de polytechnicien, vous êtes également fils de militaire. Et j'ai envie de commencer par vous pour ces premières questions autour de l'égalité. Monseigneur, est-ce que on peut se demander pourquoi Dieu nous a créés si différents, si inégaux ? Je voudrais simplement faire une petite introduction en disant qu'effectivement, il est toujours plus facile de parler de l'égalité quand on n'a jamais été, comme c'est mon cas, vraiment en situation d'inégalité profonde, où tous nos sentiments d'injustice sont pris là-dedans. Cependant, j'ai eu la grâce dans ma vie d'adulte de vivre 2 situations de monde qui paraissent très inégalitaires, en tout cas fortement hiérarchisées, et qui, en fait, dans leur profondeur, sont très égalitaires. C'est d'abord le monde de l'abbaye, puisque certains savent que je suis originaire d'une abbaye en Ardèche, près d'Annonay, pour ceux qui connaissent Annonay. Et donc j'ai vécu 30 ans dans cette abbaye, et vous savez que la vie canoniale, je ne suis pas moine, c'est une vie quand même qui est fortement hiérarchisée, avec un père abbé, avec un prieur, avec un sous-prieur, etc., jusqu'au, entre guillemets, dernier des postulants. Voilà. Et cependant, on est tous frères. Bon. On pourra revenir sur une expérience un peu originale, évidemment, qui n'est pas tout à fait celle de la société civile habituelle, mais qui me paraît assez prophétique et intéressante. Puis la deuxième expérience que je fais depuis 4 ans, c'est celle du monde militaire, puisque je suis un évêque avec une mitre, ça c'est assez banal, mais aussi avec un casque lourd de temps en temps, ça c'est plus original. Et donc je suis dans un monde militaire,
celui de l'armée française, qui est évidemment hiérarchisé, comme chacun le sait, du général au caporal, ou même aux premières classes ou secondes classes, et où les grades tiennent la structure. Donc, il suffit d'être allé sur un bateau pour comprendre que il y a ce qu'on appelle des carrés, c'est-à-dire pour les matelots, pour les officiers mariniers, les sous-officiers, si vous voulez, et puis ensuite le carré du commandant. Voilà, pour les officiers. Donc, c'est très, très hiérarchisé. On ne va pas d'un carré dans l'autre comme cela, ni vers le haut, ni vers le bas. Et le monde militaire, et en particulier en cas de conflit, et on peut le découvrir à travers les récits qui nous sont faits, des combats passés mais aussi actuels, est un monde qui est profondément égalitaire. Alors, pour illustrer un tout petit peu mon propos, les expériences récentes, par exemple, de mes visites au Mali ou en Afghanistan, mais j'en parle moins bien que ceux qui ont été pendant 6 mois, montrent que devant la mort ou devant la blessure ou devant la difficulté du combat, il y a un camarade. C'est comme cela. Voilà. Il n'y a pas d'abord le caporal ou le commandant. C'est le frère d'armes. Et s'il le faut, et j'en ai rencontré ainsi, risquer sa vie ou sa santé pour aller sauver un frère d'armes, on ne regarde pas le grade. Voilà. Même si. Voilà. Donc, je trouve que si ce n'est pas exclusif d'autres expériences, bien entendu, voilà 2 expériences de monde où apparemment on se dit que l'amiral ou général vaut mieux, et effectivement il a pignon sur rue davantage que première classe. Et cependant, si on regarde de très près, en particulier pour le religieux dans la prière et pour le militaire dans la guerre, on s'aperçoit qu'il y a une égalité de fond derrière cette hiérarchie, cette double hiérarchie. Et je reprends ma question. Donc on a bien compris qu'il y avait... oui, devant certains phénomènes comme la mort que vous avez cité, oui, il y a l'égalité, on reviendra là-dessus. À la naissance, dans une perspective chrétienne, est-ce qu'on est tous égaux ? Alors d'abord, je dirais que l'égalité, comme bien des valeurs évangéliques, c'est le Nord. Et c'est pas parce qu'on n'est pas au pôle Nord que la boussole n'est pas orientée. Je dis contre ceux qui ont un certain sentiment d'une perfection qui doit être atteinte tout de suite, et qui oublie que nous avons un chemin personnel et un chemin social et un chemin collectif. Voilà. Et donc, mesurer la distance qui nous sépare peut-être de l'égalité véritable, telle qu'on l'imagine d'ailleurs, ce ne serait peut-être pas l'égalité absolue, et mesurer que cette distance est parfois abyssale, encore aujourd'hui, effectivement, si vous naissez, que vous êtes un petit chrétien, mais vous naissez au fond de l'Afrique, je pense à la République centrafricaine aujourd'hui, vous n'êtes pas tout à fait dans la même situation que le petit chrétien, sans parler des autres, c'est pas exclusif, qui naît en France ou à Paris. Donc il y a une inégalité de fond. Bon, si vous me donnez la parole, je la garde, hélas. Mais je veux dire que... Donc ça, c'est mon premier point, je crois que c'est très important, c'est-à-dire que nos échecs apparents, y compris dans l'Église, qui paraît parfois cautionner certaines situations d'inégalité. Pourquoi les femmes ne seraient pas prêtres ? Pourquoi il y a des prêtres qui paraissent au-dessus des autres, etc. Cautionner, voire promulguer certaines inégalités. Je crois que l'égalité est déjà un but, un chemin, et qu'il ne faut jamais perdre de vue que même si parfois apparemment on paraît reculer, la petite boussole intérieure et la petite boussole de l'humanité doit rester orientée. Ça, c'est déjà, je crois, essentiel. Mais vous ne l'avez pas dit, on n'est pas tous égaux devant Dieu. Alors, est-ce qu'on est égaux devant Dieu ou est-ce qu'on est égaux devant les hommes ? Voilà, c'est la réalité. Il y a, si vous voulez, toujours 2 versants. Dans la Bible, nous parlons de l'alliance. L'alliance, ça veut dire qu'il y a 2 termes, ou de dialogue. Il y a d'un côté l'homme, d'un côté Dieu. Voilà. Et que toutes les réalités vont toujours se regarder des 2 côtés. Donc, ce n'est pas parce que je suis un homme croyant et que je crois profondément que Dieu nous a créés et que dans notre dignité intime et profonde, nous sommes égaux, que nous ne sommes pas dans un monde d'inégalité. Et c'est ce qu'il ne faudrait pas qu'un évêque ou qu'un prêtre ou qu'un grand prédicateur oublie, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que les situations d'injustice, par exemple devant la santé, on peut penser, bien sûr, devant l'argent, mais il y a peut-être d'autres personnes plus habilitées que moi qui en parleront, n'est-ce pas, Marie-Claire ou d'autres, ne peuvent jamais nous faire oublier que ce sont des inégalités réelles, coûteuses, qui ont un prix. Et une vie spirituelle et une voie spirituelle ou un maître spirituel qui ne les prendrait pas en compte serait un pur idéaliste, c'est-à-dire que c'est le contraire d'un chrétien, qui est un homme incarné. C'est amusant, j'ai l'impression qu'on a plus de facilité à parler de l'inégalité que de l'égalité. Frédéric Bedos, vous en parlerez à l'instant, parce que c'est un peu les exemples qu'a évoqué Monseigneur. Vous, devant l'argent, on en a parlé. Stéphane Trépoz dans le business. Frédéric Bedos,
l'inégalité à la naissance dont parlait à l'instant Monseigneur, c'est l'illustration de votre famille. Est-ce qu'aujourd'hui, vos frères et sœurs sont des égaux? Est-ce qu'ils l'étaient tout jeunes? C'est un thème assez complexe en fait, parce que premièrement, être égaux ne veut pas dire être pareil. On n'est pas censé être semblable pour autant. Je crois que ce qu'on cherche en fait à atteindre, c'est une égalité de droit, une égalité en termes de dignité, c'est-à-dire que chacun puisse être regardé avec un regard bienveillant, parce que pour ce qu'il est, tout simplement, quelle que soit sa différence avec les uns et les autres, voilà, le droit à la différence. Et sachant que quand on dit ça, il y a un petit côté négatif, c'est-à-dire, ça voudrait dire que déjà on fait un effort, l'autre est différent, mais allez, je fais l'effort qu'il ait le droit d'être différent. Donc ça voudrait dire, alors qu'en fait c'est super positif, parce que c'est d'abord et avant tout une richesse. C'est ça. C'est-à-dire que si finalement on était tous égaux et surtout tous des clones, je sais pas, moi je crois qu'on s'emmerderait sec, hein, non? Il me semble. Donc cette richesse, c'est notre différence. Après, ça ne veut pas dire que c'est simple. C'est-à-dire que je pense que quand vous faites allusion à ma famille, c'est vrai que voilà, on était quasiment une bonne vingtaine à la maison. 18 enfants, c'est ça? Ouais, 18, mais bon, peut-être même 20. On a eu du mal à se compter. Et donc, on était adoptés du monde entier. Donc déjà, on était différents par notre couleur, par nos origines. Et puis aussi, c'est vrai que certains, enfin, c'était un peu les inadoptables qui se retrouvaient à la maison. Donc, c'était les enfants qui avaient eu déjà un parcours assez chaotique, donc qui pouvaient être trop traumatisés ou trop handicapés ou trop ceci, trop cela. Il y en avait même une qui était dite trop foncée pour que finalement ils puissent trouver une famille pour les accueillir. Et c'est vrai qu'à chaque fois, mes parents avaient le cœur brisé, ils se disaient bon, on va pas le laisser de côté, ils le prenaient. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à 18. Et c'est comme ça que bon, voilà. Et donc ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on pourrait se dire voilà, j'ai un petit frère par exemple qui est né sans main, sans bras et sans jambes. Donc on pourrait se dire bah lui, il part dans la vie, c'est quand même pas facile, quoi. Et effectivement, c'est clair que c'est pas facile, et je souhaite à personne de naître handicapé. C'est vraiment pas facile. Après, quel est le plan de Dieu derrière tout ça? Évidemment que Dieu est mystérieux et que donc je ne vais pas parler à sa place. Mais moi, je ne fais que constater ce que j'ai pu voir. J'ai vu d'abord et avant tout un petit garçon qui, quand il est arrivé dans ma famille, a découvert l'amour. Et ça l'a transformé. Et ça nous a transformés. Et du jour où il est arrivé, véritablement, il a fait grandir toute la famille. C'est-à-dire que c'était déjà une famille assez extraordinaire et déjà pleine d'amour, mais d'un coup, il a été le ciment de la famille. Donc finalement, la richesse que Pierre Vincent, c'est son prénom, Pierre Vincent, la richesse que Pierre Vincent a amenée d'un seul coup à transformer tout, à transcender tout. Et donc, quel est le plan de Dieu derrière tout ça? Moi, je me dis, si je lis les évangiles, j'entends un Jésus-Christ qui n'arrête pas de nous dire qu'il s'intéresse aux plus petits, aux plus pauvres. Alors, vu de ce côté-là, d'un seul coup, ça vaut plus le coup d'être petit et pauvre, hein, parce que c'est vous qui va regarder en premier. Donc finalement, voilà, par rapport aux valeurs de ce monde qui voudrait qu'on soit les plus intelligents, les plus brillants, les plus friqués, etc., il faut croire, enfin on n'arrête pas de le dire, normalement les évangiles c'est un peu le monde à l'envers. Donc voilà, tout dépend comment on regarde les choses. En tout cas, Pierre Vincent, je ne l'ai jamais entendu se plaindre. C'est un petit garçon plein de vie qui ramène le bonheur et qui respire le bonheur. Ça ne veut pas dire que c'est facile pour autant, mais voilà la richesse qui nous amène. Je connais plein de gens qui sont nés avec tous leurs membres et qui pour autant sont dépressifs. Il y en a certains qui se suicident. Donc vous voyez, quel est exactement le mystère de la vie ? Frédéric Bedos, j'en profite pour citer votre ouvrage « La petite fille à la balançoire », c'est vous? Ouais, c'est moi. Bon. Sur la balançoire, c'est moi. Et c'est cette histoire incroyable, de cette famille incroyable. Oui. Oui. Marie-Claire Capobianco, quel est votre sentiment à l'évocation de ces différences-là qui font que ça fait grandir comme Frédéric? Est-ce qu'en entreprise, c'est adaptable? Oui, je pense que pour moi, l'égalité, c'est surtout le droit à la différence. C'est vraiment ça qui positionne. J'ai pas nécessairement les mêmes choix, et par conséquent, je pense qu'au départ, il n'y a pas d'égalité. Il y a des patrimoines génétiques différents, il y a des milieux différents, il y a des lieux géographiques différents. Enfin, tout est inégal, me semble-t-il, au départ. Mais ça me paraît pas très important, tout autant qu'après, il y ait ce droit à la différence et que cela permette à chacun de s'exprimer, d'aller au bout d'un rêve, d'un projet, d'une vie, d'un état d'esprit. Donc c'est ce point-là sur lequel je vous rejoins pleinement, c'est ce qui me paraît le plus important. Et je crois que dès lors qu'on facilite,
que l'on permet ce droit à la différence et qu'on permet à chacun de s'exprimer, alors on fait de grands pas vers l'égalité, qui par ailleurs n'est pas une imposture à mon sens, mais qui n'est pas non plus une réalité. C'est un idéal, c'est un combat permanent, c'est une recherche que nous devons avoir, me semble-t-il, sans cesse, mais ce n'est pas une réalité. Alors dans le monde de l'entreprise, oui, je crois que dans le monde de l'entreprise, alors après tout dépend aussi de quoi parle-t-on. Chaque idée finalement pourrait être découpée en plusieurs idées, parce que l'entreprise, elle est diverse, elle est de tailles très différentes. Bon. En ce qui me concerne, je suis dans ce qu'on a coutume d'appeler un grand groupe, puisque BNP Paribas est un grand groupe. En plus, je suis dans une banque, donc vous voyez, un grand groupe et une banque. Je fais exprès de le prendre sur ce registre, parce que moi, je trouve ça formidable. Et donc, dans un contexte où il y a donc, en gros, 190 000 personnes, 80 nationalités, dans des pays très différents, il est clair que l'entreprise, parce qu'elle est très structurée, est en recherche et en effort permanent d'égalité. Donc on est nécessairement très sensible à l'égalité et il y a forcément des structures qui se mettent en place, des organisations, des procédures, tout ça est fait pour que l'égalité puisse à tout coup gagner. Bon, voilà, donc si vous voulez, je pense que dès lors que c'est organisé, nous nous organisons pour favoriser l'égalité homme-femme, l'égalité des seniors, enfin l'égalité à tous les niveaux, bien sûr. Jusqu'à ce qu'on retrouve une femme au comité exécutif. Oui, alors ça, c'est... Oui, vous reviendrez après, oui. Stéphane Trépoz, est-ce que c'est le début d'une définition? L'égalité, ce serait le droit à la différence? Oui, probablement. Enfin, moi, avant de venir ici, je réfléchissais, je me disais dans la vie, qu'est-ce qui fait qu'on est égaux et pas égaux? Du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a dans la vie? Donc, j'ai essayé de décomposer la vie en 10 composantes pour voir. Je me suis dit, est-ce que là-dessus, on est égaux ou pas? La santé, l'espérance de vie. Ben, on ne l'est pas. Hein. Il y a des pays où on vit 40 ans et des pays où on vit 90 ans. Après, l'aptitude au bonheur. Il y a des gens, j'en connais dans cette salle, de ma famille, qui voient toujours le verre à moitié vide, puis d'autres qui voient toujours le verre à moitié plein dans la même situation. On n'est pas égaux là-dessus. Il y a l'éducation. Vous savez que, statistiquement parlant, les chances de faire Polytechnique, si vous avez un parent qui a fait Polytechnique, elles sont 1000 fois supérieures à celles qui n'en a pas. Donc on n'est pas égaux là-dessus. Je vous fais la même chose sur fonctionnaire. C'est pas 1000 fois plus, mais si vous avez un parent fonctionnaire, vous devez avoir 3 ou 4 fois plus de chances de faire fonctionnaire un jour. Bon, éducation, j'en ai parlé. Réussite professionnelle, homme-femme, champ des possibles. Voilà, dans une belle entreprise comme BNP Paribas, alors qu'il y a dû y avoir 50% de collaborateurs femmes, il y a une seule femme au comité exécutif. Là, je fais la seconde de pub pour Sarenza. On a, sur 11 personnes, il y a 7 femmes au comité exécutif. Voilà. L'argent, bah oui, il y a des gens qui naissent héritiers, fils de, qui vous imaginez en classement challenge. Il y en a qui naissent avec rien. La liberté, nous, on a de la chance d'être libre dans ce pays. D'accord, aller en Syrie, je ne suis pas sûr qu'ils partagent, ou en Iran, qu'ils partagent la même chose. La sécurité, quand on habite dans ce quartier ou quand on habite dans les quartiers nord de Marseille ou d'autres endroits, on n'a sans doute pas les mêmes chances. D'accord. La beauté physique. Alors là, je vais vous citer une phrase qu'on m'a envoyée. Elle n'est pas de moi, elle est de Coluche, mais j'ai adoré. Donc je vous la lis. Dieu a dit, il y a Dieu dans l'histoire, moi je ne suis pas croyant, mais bon, Dieu a dit, il y aura des hommes blancs, il y aura des hommes noirs, il y aura des hommes grands, il y aura des hommes petits, il y aura des hommes beaux, et il y aura des hommes moches. Et tous seront égaux. Bon, jusque-là, vous suivez. Mais ce ne sera pas facile. Et puis il a ajouté, il y en a même qui seront noirs, petits et moches, et pour eux, ce sera très dur. Monseigneur, vous validez la citation de Dieu? Bon, elle est revisitée par Coluche quand même. Enfin, donc Stéphane, si on vous écoute là, l'égalité, c'est une imposture. J'y arrive, absolument. Il y a des gens pour donc le physique, on a parlé. Deux dernières choses, réconfort moral ou spirituel. Il y a des gens qui sont croyants, tant mieux, ça aide sans doute dans certaines situations. Nous, on l'est pas, on en parlait tout à l'heure, mais c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. D'accord, mais ça, sans doute, ça aide. Et donc moi, je trouve ça très bien quand ça aide à vivre. Et puis pareil, la chance. Il y a des gens qui ont de la chance, des gens qui n'ont pas de chance. D'accord, la même situation, il y a des gens qui s'en sortent bien ou pas. Une fois qu'on a dit tout ça, pour répondre à votre question, oui, je ne crois pas qu'il y ait d'égalité, à part qu'on est tous nés un jour, on mourra tous un jour. Ça, c'est à peu près la seule égalité qu'on a. Maintenant, la vraie question que ça pose, je ne vais pas y répondre maintenant, mais je me suis dit, la vraie question que ça pose, c'est qu'est-ce qui ferait un monde juste? Ou un monde où on met comme synonyme d'égalité ou d'aspiration à avoir les mêmes chances, quelque chose de juste. Et là, j'ai quelques idées, on pourra peut-être en parler plus tard. Monseigneur, moi j'aimerais vous entendre là-dessus. Où est l'égalité dans ce cas-là? Pourquoi Dieu aurait voulu une création avec tant d'inégalités? Pourquoi, à quel moment il y a bien sûr que cette question de l'inégalité, surtout lorsqu'elle touche à une injustice, hein, parce que toutes les inégalités, entre guillemets, si je suis plus grand que vous, c'est pas nécessairement une injustice. Enfin, je veux dire, on peut être très beau, mesurer 1m50, c'est vrai qu'à 1m30, c'est plus difficile. Bon, etc. Voilà, si on veut faire du basket, eh bien, bon, voilà. Mais je veux dire, donc, toutes les inégalités, entre guillemets, ne sont pas nécessairement des injustices profondes. Hein, voilà. Ce qui est sûr, c'est que ce titre me plaît.
Alors vous allez me dire tout de suite, normalement je devrais m'y opposer. Oui, l'égalité est une imposture, parce que c'est un titre stimulant. La foi nous aide, oui. Parfois elle nous dévie. C'est-à-dire une interprétation de la foi est telle que je peux cautionner des inégalités profondes, y compris sociales, au nom de ma foi. Après tout, puisque nous sommes tous égaux devant Dieu, toi tu es pauvre, moi je suis riche, d'accord, mais de toute façon on ira au ciel ensemble ou en enfer ensemble, on se tiendra la main, et je ne fais rien pour m'engager dans le combat de l'injustice, enfin, contre l'injustice et le combat pour la justice, n'est-ce pas? Donc je suis prudent, encore une fois, nous sommes la religion du Dieu incarné. Je crois profondément qu'il y a une égalité foncière devant Dieu, puisque tout être humain est fait à l'image de Dieu. Mais, enfin, on l'a eu. L'égalité, elle est là. Mais, Oui. mais, si c'était, entre guillemets, aussi simple que cela, pourquoi serions-nous sur Terre? Je pose la question pour réveiller, un peu comme le pape le fait, si vous voulez, notre combat aussi pour une doctrine sociale de l'Église, pour un travail pour la justice, combattre des inégalités. Je crains terriblement, je vous le dis, comme une peur personnelle d'abord, mais collective pour l'Église que j'aime beaucoup, qui est le corps du Christ. Voilà. Savoir qu'au fond, après tout, puisqu'on est tous égaux devant Dieu, puisque seul importe notre destin éternel, auquel je crois, bien sûr, qui sera fait sur la manière dont nous avons aimé. Voilà, au soir de cette vie, on sera jugé sur l'amour, dit saint Jean de la Croix. Eh bien, dans ce cas-là, écoute, on vit et puis on laisse les choses telles qu'elles sont. Et puis tout ça, au fond, c'est très bien. T'as de la chance, t'as pas de chance. T'es né à Paris, dans tel arrondissement, tant mieux. Et ton papa, voilà. Bon. Donc je suis prudent, je crois qu'en effet, il nous faut dire d'une part qu'il y a une égalité foncière, mais que tout être humain fait à l'image de Dieu a un destin, une destinée temporelle, historique, avec des frères sur cette terre. Et là, il y a des inégalités réelles qui ne sont pas simplement apparentes. Encore une fois, et là, alors je parlerai un peu comme le pape François dans la dernière interview, il nous faut un discernement, je crois, profond, chaque être humain, humaniste ou croyant, pour se dire dans cette diversité extraordinaire, qui est une richesse, et nos différences, hommes-femmes par exemple. Voilà, vous me pardonnez, mais je crois que c'est une différence qui est très belle et magnifique et qu'il faut garder, voilà, comme telle, y compris dans le couple, avec toute l'affection et tout l'accueil qu'on peut avoir pour les personnes qui ne partagent pas cette opinion ou cette tendance sexuelle. Toujours est-il qu'il nous faut discerner, vous voyez, c'est un mot très important pour notre pape François, parce que parmi les différences, les diversités autour de nous, il y en a qui sont des richesses. Par exemple, le fait d'être un homme et le fait d'avoir des femmes, etc., moi, je trouve que c'est une richesse extraordinaire pour ce monde. Ne réduisons pas cette différence. Mais il y a des différences qui sont des inégalités. Et celles-ci, il faut qu'on les combatte. Et, à mon avis, l'art du discernement passe par se dire, voilà, qu'est-ce qui relève d'une différence juste, magnifique et autre, et qu'est-ce qui relève d'une différence qui est simplement une injustice. Frédéric Bedos, une différence qui pourrait être une injustice, comme Frédéric Vincent, c'est ça? Pierre Vincent. Pierre Vincent. Vous en faites une chance, vous en faites un talent, pas une chance, vous l'avez pas dit chance, mais il vous a apporté quelque chose de plus dans cette famille qui serait pas venu. Comment on arrive à... Il faut faire un petit effort quand même pour transformer un handicap lourd en talent ou en... Ouais, alors en fait, encore une fois, je dis pas du tout que le handicap c'est super fun, c'est pas du tout mon propos, on est bien d'accord. Simplement, je pense que en fait, on est dans un monde de défis. Et on a tous à faire face à des défis différents. Et il y a une seule réponse à ça sans arrêt. La seule, c'est l'amour. C'est-à-dire que je me dis que finalement, voilà, on est en train d'essayer d'organiser les choses pour pouvoir favoriser de l'égalité. Donc, par exemple, dans les entreprises, voilà, on va mettre en place une certaine organisation pour faire en sorte que ce soit possible. C'est bien, mais ça ne va pas suffire. C'est-à-dire que si on ne transforme pas les mentalités, si on ne transforme pas les cœurs, on ne saura jamais se regarder avec assez de bienveillance pour que cette égalité existe véritablement. C'est-à-dire que si finalement on se contente de se tolérer parce qu'il y a un quota maintenant de parité, ou parce que dans l'organisation, ça fait bien que maintenant l'organisation de l'entreprise soit comme ci, comme ça, et que donc finalement on n'est que dans du bidouillage technique presque un peu froid comme ça, et qu'on se donne bonne conscience, ça ne va pas le faire. Si je reprends l'exemple de ma famille, finalement, quand mes parents nous ont accueillis les uns après les autres, s'ils s'étaient contentés de nous tolérer sous leur toit, je crois qu'aucun de nous n'aurait pu se relever. Et ça veut tout dire, ça.
C'est-à-dire que véritablement, j'en parle par rapport à la famille, mais parce que la famille, c'est la cellule de base de la société. C'est là que tout commence. Et c'est avec ce que vous aurez appris au sein de votre famille que vous allez vivre en société et que vous allez bâtir et polliniser les esprits de ce que vous avez reçu ou pas reçu. Et donc, tout commence là. Et c'est vrai que nous, nos parents, voilà, ils nous ont pas juste tolérés sous leur toit, ils nous ont aimés. Ça veut dire qu'ils ont ouvert leurs bras. Ils nous ont donné de la tendresse. Et la tendresse, c'est une nourriture. Véritablement. Vous savez, il y avait une enquête qui avait été faite il y a quelques années, c'était une bonne dizaine d'années d'ailleurs, dans les pays de l'Est, je sais plus quel pays de l'Est, mais ils avaient découvert un orphelinat où en fait les enfants avaient à manger et pourtant ils restaient rachitiques parce que pas une fois dans la journée ils étaient pris dans les bras, donc ils ne recevaient pas de tendresse. Donc si un enfant ne reçoit pas de tendresse, il se développe pas normalement. Je trouve que ça veut tout dire sur la tendresse qui est une nourriture. Eh bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce monde se durcit, qu'il y a des défis à ce niveau-là qui sont très, très importants et que, du coup, on est en train de se rabourrir le cœur, assécher complètement les esprits et les cœurs, et que c'est de ça qu'on souffre. Et donc, véritablement, si on commence à se regarder avec bienveillance, avec tendresse, vous allez voir que l'égalité va se faire toute seule, hein. Tout simplement. Et donc, c'est vraiment, je pense, quand même là que se trouve la clé. Et c'est là où, par contre, Dieu réapparaît. Parce que Dieu est amour. Et que si vous commencez à accueillir Dieu dans votre cœur, il va se mettre à aimer dans votre cœur. Et là, tout va se transformer. Parce que c'est pas facile d'aimer l'autre alors qu'effectivement, il est différent et qu'il y a peut-être plein de trucs chez lui qui vous agacent, qui vous énervent, et que vous n'avez pas la patience, et que ceci, que cela. Donc, c'est là où on a besoin de l'aide de Dieu. Alors, je comprends très bien que certains ne le connaissent pas, hein, et je suis tout à fait d'accord là-dessus, Stéphane. Alors là, tout à fait d'accord, parce que tous les jours, je fais le portrait de certains héros qui, donc, sont véritablement des personnes qui vivent l'amour en action, qui soient athées, qui soient d'autres religions que la mienne, etc. Et effectivement, ils aiment. Et c'est là où je dis, même s'ils ne connaissent pas Dieu, Dieu croit en eux. Mais, allez-y. C'est bien. Allez, Stéphane. Dieu croit en vous, Stéphane. Sympa. Oui, pourquoi vous réagissez comme ça? Est-ce qu'il y a des... Qu'est-ce qui pourrait être dérangeant? Est-ce que vous pensez que... Sur l'aspect religieux? Non, mais si on considère qu'on est tous égaux face à la mort ou à la naissance, c'est un peu ce qu'on a commencé à définir. Est-ce que, par exemple, face à l'amour? Non, je pense que c'est plus compliqué que ça. Moi, je pense que la vie en société, c'est un peu comme la vie en entreprise, c'est une interaction entre des choses que vous contrôlez, d'accord, que votre environnement crée, d'accord, que la chance contrôle ou sur laquelle la chance agit d'une manière ou d'une autre. Et donc, ce qu'il faut voir, enfin, comme ça, je suis assez analytique comme garçon, assez rigoureux, donc j'essaie de décomposer les choses. Moi, je me suis dit, qu'est-ce qui fait, si je vous ai dit tout à l'heure une dizaine de trucs, après je me suis dit, ok, si on résume ça à quelques facteurs, c'est quoi les facteurs sur lesquels on peut agir ou pas agir? Et je me suis dit, il y a un premier facteur, c'est le facteur chance. D'accord? Ce que les gens ne voient pas souvent, enfin souvent ne voient pas, pardon, c'est que dans la même situation, il y a des gens qui vont aller provoquer leur chance, ils vont aller parler à un tel, etc. Puis d'autres qui, pour une raison ou pour une autre, ils ne vont pas la provoquer. Ça dépend de vous, d'accord? Il faut qu'on vous l'ait appris, il faut qu'on vous ait dit c'est important parfois de prendre sa chance, mais ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui dépend de vous... On n'est pas en train de parler de la providence chrétienne, là? Non, il n'y a pas besoin. La deuxième chose... J'essaie de faire des liens. Non, mais je vais vous faire le lien, là. Je vais vous faire le lien. Le deuxième facteur, c'est le facteur d'initiative individuelle. Je pense qu'une des choses qu'on oublie dans notre société, c'est qu'il faut se battre, il faut aller chercher les choses. D'accord? Il y a des gens, encore une fois, qui vont faire apparaître des choses, qui vont faire des choses, puis il y en a qui vont attendre, qui vont subir. Là, il y a une valeur, alors c'est presque chrétien, vous allez me dire, même si je ne suis pas du tout là-dedans, il est clair que le rôle de l'éducation, le rôle de l'école, tout ça, ça joue énormément. D'accord? Si vous ne formatez pas les gens avec de l'amour, avec des règles, ben, ils n'auront pas ces réflexes-là en tant qu'individus. Donc ça, je dirais, c'est la partie qu'on maîtrise les uns les autres. Après, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, qui viennent de l'autre. Il y a un facteur politique. D'accord? On vit dans un cadre qui est ce qu'il est, d'accord, mais derrière, il y a des lois, derrière, il y a des associations, il y a des choses comme ça. Il faut qu'on ait un pouvoir politique qui soit exemplaire, qui fixe des règles, et c'est là que les règles peuvent être de dire, vous savez quoi? Ouais, la vie, elle est sacrément injuste. Ouais, c'est vrai, hein, il y a des gens qui gagnent 20 000 euros par mois, puis il y a des gens qui gagnent rien. Alors, comment est-ce qu'on va répartir les sous? Comment est-ce qu'on va fixer les impôts? Là, il y a un débat de société, je peux y passer des heures là-dessus. Donc, je ne vais pas le faire, mais il y a un choix de société qu'il faut qu'on fasse collectivement. Et dans les sujets actuels de les impôts, ils augmentent, les dépenses ne baissent pas, il y a plein de sujets, on peut vraiment en parler, parce que pour moi, le vrai sujet de société aujourd'hui dans ce pays, il est là. Mais bon,
Facteur politique. Quatrième chose, c'est un facteur sociétal. Aujourd'hui, quand les canons de la réussite, c'est la beauté physique des filles, c'est le compte en banque des garçons, d'accord, vous pouvez inverser un petit peu. Quand ce qui fait les meilleures audiences à la télé, c'est la télé-réalité, où on vous montre des nains de jardin qui passent pendant des heures, des semaines, à ne rien faire, à gagner 150 000 € à la fin, je pense que le message qu'on passe aux jeunes générations, c'est pas le bon. D'accord ? Après, c'est un choix, entre guillemets, de société. On regarde ces chaînes de télé. Ça fait beaucoup plus d'audience, Love Story, que Cato TV. Hein. À mon avis, c'est un ratio de 1 à 100, hein, pour être très honnête. Donc, vous faites partie des happy few, là, encore vous en douteriez. Bon, bref, c'est un choix collectif qu'il faut qu'on fasse. Et le dernier point, alors là, c'est pour aller à votre question. Facteur spirituel, métaphysique, un choix individuel, c'est comment est-ce que tout ça est dans une grande sauce qui nous rassure, qui nous fait du bien, etc. Une fois qu'on a dit tout ça, mon message, c'est il y a des choses qu'on maîtrise, il y a des choses qu'on maîtrise indirectement à travers les gens qu'on élit, à travers les gens qu'on fréquente, à travers les choses qu'on regarde. Et une fois qu'on a mis tout ça dans sa sauce individuelle, parce qu'il n'y a pas une réponse collective, il y a une réponse personnelle, après vous arrivez à ce qu'on appelle un parcours dans les hommes ou dans les femmes où chacun a eu sa chance. On n'a pas tous les mêmes chances au départ. D'accord ? Notre travail collectif, me semble-t-il, c'est de faire en sorte que chacun puisse avoir sa chance. Et vous savez quoi ? Si votre plan de vie, c'est de finir très heureux dans un job où vous bossez un petit peu et vous écrivez, eh ben c'est un super plan de vie, ça. En revanche, ce qui n'est pas négociable, et j'ai 2 de mes enfants sur 4 qui sont là au premier rang, je leur dis tous les soirs en les couchant la même chose. Je leur dis, le deal avec papa, le contrat avec papa, c'est que 2 choses que j'attends de vous. La première, vous allez voir pourquoi j'en parle, c'est le respect d'autrui. Moi, il se trouve que j'ai eu la chance de rencontrer 2 présidents de la République, des patrons de boîtes, etc. Moi, je vais vous dire, Nicolas Sarkozy, François Hollande, et la personne qui fait la manche à l'angle de la rue que j'ai vue tout à l'heure, ça a la même valeur. Ce n'est pas démago ce que je vous dis. Je parle en tant qu'être humain, ça a la même valeur, c'est la même personne. Ils n'ont pas les mêmes vies, ils n'ont pas les mêmes responsabilités, mais je pense qu'on se doit collectivement tous, si on vit dans une société où l'homme n'est pas un loup pour l'homme, quand même de respecter ça. Donc ça, le respect. Et la deuxième chose, c'est de faire de son mieux. D'accord ? Mais faire de son mieux, chacun son truc. Il n'y a pas une règle qui dit, voilà, peut-être le meilleur, je ne sais pas quoi, évêque des armées, le meilleur présentateur télé, le meilleur banquier, la meilleure présentatrice télé, le meilleur je ne sais pas quoi, vendeur de chaussures. Chacun son truc. Mais c'est important, en tout cas, qu'on joue collectif. Parce que dans un monde qui a perdu un peu ses repères, d'accord, où il ne faut pas viser, moi je suis contre l'égalité. Ça ne veut rien dire l'égalité. Ça veut juste rien dire. Ce qui est important, en revanche, je pense, collectivement, c'est que chacun ait sa chance de s'épanouir. J'ai fini. Merci Stéphane Trépoz. Non mais enfin on a entendu l'égalité, ça veut rien dire. Marie-Claire Capobianco, en entreprise, vous le dites aussi ? Non, encore une fois, moi ce que je dis, c'est que ce qu'il fallait, c'était mettre tout en œuvre pour que chacun puisse exprimer réellement son talent, ses envies. Bon, ça c'est un point très important. Alors je rejoins ce que disait Stéphane sur le fait qu'il y a aussi la question de l'effort individuel. Enfin, je crois qu'il ne faut pas attendre non plus. Ça c'est un peu un fait de société. Quand on parle d'un sentiment d'injustice ou d'inégalité qui monte, est-ce que c'est pas parce qu'il y a un niveau d'exigence ou d'attente que les choses s'améliorent d'elles-mêmes ou qu'elles viennent qui monte aussi? Moi, je crois que c'est quand même beaucoup ça. Stéphane Trépoz parlait d'une attente politique justement sur les questions d'égalité. Mais justement, enfin, qu'est-ce qu'on peut attendre du politique sur ça? C'est leur job, non? Je ne sais pas. Ouais. On ne sait pas si c'est vraiment ça leur job d'un côté, mais... Enfin bon, juste pour revenir sur le côté individuel, parce que moi je crois quand même qu'il faut que chacun se prenne en charge. Donc je suis tout à fait d'accord pour dire qu'au départ, moi je ne crois pas du tout à l'égalité au départ. Je pense qu'on est chacun, encore une fois, avec quelque chose qui nous appartient. Mais après, il faut aussi vouloir le développer. Il faut aussi faire l'effort de le développer. Alors, il faut être dans un contexte qui permette, et il y a des contextes, il y a des milieux, il y a des pays, ou des moments de l'histoire où ce n'est pas possible parce que l'inégalité est institutionnelle et par conséquent, vous ne pouvez pas sortir de votre caste, de votre niveau, etc. Donc ça, ok. Mais quand vous êtes dans un monde, ou dans un pays, ou dans un environnement qui n'est pas ainsi, je pense qu'après, il faut que chacun fasse l'effort personnel de chercher sa voie aussi. Bon. Et si chacun fait cet effort personnel de chercher sa voie, alors il y a nécessairement des rencontres. Alors, qui dit rencontre de Dieu, qui dit rencontre de femmes et d'hommes, hein, bon. Mais il y a des rencontres, il y a des concours de circonstances, il y a des contextes, il y a un moment, il y a une opportunité, la chance, l'opportunité qui passe. Il faut savoir la saisir, il faut avoir envie de la saisir. Puis je pense qu'il faut être dans une énergie positive. Je crois qu'il y a aussi dans le côté
situation qui est égale, il y a ceux qui vont réagir avec beaucoup d'énergie positive et ceux qui ne vont pas réagir avec énergie positive. Alors ça rejoint peut-être l'amour, je ne sais pas si c'est l'amour de l'autre qui donne justement cette énergie positive, mais je trouve que c'est très important. Non, monseigneur, ils sont d'accord en fait. Hein. Mais pas sur les mêmes, C'est pas les mêmes mots, mais on est angles d'accord. d'attaque en Non. fait. Ouais. Comment en entreprise, combien de salariés à la BNP? 190 000. 190 000. Est-ce que l'égalité est souhaitable? Mais l'égalité, toujours pareil, on en revient toujours à la définition de l'égalité. L'égalitarisme, certainement pas. Je ne suis pas du tout pour l'égalitarisme. En revanche, si on entend par égalité, égalité des chances, c'est-à-dire l'égalité de la capacité à faire, alors oui, bien sûr. C'est comme ça que vous êtes arrivé à 7 femmes dans votre comité? Oui, mais moi, pour être franc avec vous, j'ai jamais compris pourquoi on retrouvait une femme sur 10 un comité. C'est une honte. Enfin, c'est juste une honte, quoi. Au-delà du fait que c'est presque illégal, quoi. Après, c'est une question de Les femmes sont aussi bonnes que les hommes, quoi. Donc il n'y a aucune raison. Il y a juste factuellement aucune raison. Donc voilà, enfin, ça s'est trouvé comme ça. Il se trouve qu'on a 65% de femmes sur les 200 collaborateurs de Sarenza, il y a 65% dans les cadres, 65% au comité exécutif. Enfin, c'est normal, quoi. Ça, y a pas de... Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas promu des femmes pour faire bien ce soir. D'accord. Et on n'a ni promu, ni au contraire... Vous avez jamais eu ce sentiment-là, Marie-Claire Capobianco? Jamais. Non, ça, je vous rassure, j'ai jamais eu ce sentiment-là non plus. Enfin, une sur je sais pas combien. Absolument pas. Je me sens absolument pas concernée. Oui, sauf que Stéphane Trémaux, Sarenza est une exception sur ces questions. Non, mais Comment vous l'expliquez? Sarenza est une entreprise quand même assez jeune, jeune dans le Ouais, temps. bien sûr, bien sûr. Bon, voilà. Après, il y a une question aussi de contexte d'entreprise. Ouais. Mais je peux vous dire, je trouve que je participe à un club qui s'appelle Le Siècle, qui se réunit tous les mois depuis la guerre, où il y a soi-disant les 500 personnes les plus influentes en France. Sur les 500 personnes, il y a 50 femmes. Voilà. Vous avez des hommes des églises, vous avez tous les grands patrons, vous avez tous les ministres, vous avez des présidents, vous avez la totale de tout. Voilà, il n'y a pas de femmes, mais les femmes, ils commencent à les faire rentrer petit à petit. Donc c'est un combat, et il faut. C'est pas normal que. Donc là, le politique peut intervenir, introduire des règles qui font. Mais c'est Angela Merkel qui a été élue triomphalement pour la 3e fois, alors que nous, on ne réussit pas à réélire 2 fois un président tous les 5 ans. Quoi. Ça n'a rien à voir avec hommes et femmes. Hein. Non, non. Mon point était de dire, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas se retrouver au plus haut destiné et avec énormément de talent. C'était ça mon point. C'est clair. Ah non, j'ai bien envie d'un tout petit peu de réagir parce que je me dis, on est censé essayer de parler un petit peu de l'humanité dans son ensemble. Et finalement, quand on parle d'égalité, quand je vous entends parler, on se dit, voilà, en fait, il faut avoir l'opportunité de réussir, etc. Mais qu'est-ce que c'est que réussir sa vie? Est-ce que c'est véritablement simplement être au plus haut niveau, etc. Bon, moi, je sais pas, quand je les vois, je trouve qu'ils n'ont pas tous l'air si super heureux. Hein. Et moi, j'en connais d'autres qui, peut-être sur les critères de ce monde, n'ont pas réussi, etc. Et pourtant qui diffusent un bonheur extraordinaire. Donc du coup, voilà. Alors, en plus de ça, tout ce qui est autour de la volonté, je fais attention parce qu'effectivement, c'est quelque chose de magnifique de voir des gens qui, voilà, ils ont la patate, ils ont la pêche, ils y vont et tout, ils y croient. C'est génial, mais c'est déjà, en fait, ça fait partie déjà de l'inégalité de base. C'est-à-dire, il y en a un qui naît avec cette espèce de dynamisme chevillé au corps, et on ne sait pas forcément d'où ça vient, et puis l'autre, non. Il faut savoir que, par exemple, moi, j'ai appris ça il y a quelques années, j'avais trouvé ça extraordinaire, je ne savais pas du tout. Il y a une pathologie psychologique ou psychiatrique, je ne sais pas, qui s'appelle la boulie. Et la boulie, ça veut dire qu'on a l'absence de volonté. Et donc, c'est une maladie. Donc, vous voyez, finalement, qu'est-ce qui fait que l'autre va avoir la volonté d'y aller? Qu'est-ce qui fait que celui-là, non? C'est tellement mystérieux. C'est-à-dire que très facilement, on peut jeter un regard... qui finalement, même sans le vouloir, sans se rendre compte, on peut juger l'autre en se disant il a qu'à se bouger ou je sais pas quoi. Alors qu'en fait, on ne sait pas à l'intérieur de lui qu'est-ce qui l'empêche de bouger. Alors ça peut être une enfance difficile où il a été maltraité, humilié, etc. Il y a tellement de choses, tellement mystérieuses qui nous échappent. Et du coup, c'est pour ça que je dis que véritablement, c'est intéressant... Voilà, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, ce qui est très beau dans la Bible et dans le message de Jésus-Christ, c'est qu'encore une fois, il se penche sur les plus faibles et les plus pauvres. Et ce qui est très intéressant, c'est que, donc ça veut dire que pour être proche de Dieu, on n'est pas obligé d'être le plus intelligent ou le plus apte à comprendre des concepts compliqués. Je pense à ça parce qu'il y a certaines religions où il faut savoir faire des trucs d'ascètes, des trucs qui demandent des méditations incroyables, etc. Donc il faut déjà une certaine aptitude, quoi. Et il n'y a pas tout ça avec Jésus-Christ. Vous pouvez être vraiment le plus faible, le plus rikiki comme ça.
vous êtes aimé d'un amour incommensurable. Et donc, de toute façon, il est vraiment là pour vous. Et ça change tout. Et c'est pour moi la seule religion, la seule foi qui apporte ça, ce regard complètement... et qui fait que même si vous n'avez pas plein d'aptitudes, vous êtes dans le cœur de Dieu et vous allez être accueillis pareil. C'est cher à mon cœur parce que c'est ce que j'ai vu aussi au sein de ma famille. C'est-à-dire que, voilà, quel que soit notre parcours, notre situation, on était accueillis simplement parce qu'on était un être humain, un enfant, et qu'on avait droit à ça, quoi, à cet amour, à cet accueil. Donc, voilà, je me dis, encore une fois, c'est très marrant cette histoire de... D'ailleurs, encore une fois, sur les valeurs du monde, parce que le monde, souvent dans les évangiles, quand Saint Jean parle du monde, c'est de façon négative, c'est-à-dire c'est le monde qui finalement n'est pas régi par Dieu, mais plutôt par Satan, en fait, c'est ça qui parle mal. Et donc, en grec, ça se dit cosmos, ce qui veut dire le système. Et donc, ce qui est rejeté, en fait, c'est ce système qui nous détruit, quoi, qui nous fout en l'air. Et on est en plein dedans, hein, les amis. Et franchement, c'est clair. Et donc, il faut arrêter ce système. Et alors, vous parliez de l'apparence. Et en fait, ce mot cosmos donne le mot cosmétique. Et on est en plein dedans. On est dans le monde de l'apparence. Et donc, voilà, si vous savez vous maquiller comme il faut, et nous, ce soir, on était super maquillés, on peut faire illusion. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Là, il y a vachement de nettoyage à faire, quoi. Donc, on en a pour toute la vie et après. Monseigneur, il faut l'inviter plus souvent, non ? Oui, mais si j'avais quelque chose à rajouter, je poursuivrais un petit peu dans ce sens. Au fond, on est égaux en quoi, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que, bien sûr, devant Dieu, on l'est, c'est une affirmation de foi, mais maintenant, si je prends du côté de l'homme, et encore une fois, certaines personnes, avec leur simplicité, d'handicap, prennent les choses de la vie et voient certaines injustices par rapport à la santé, entre autres, avec plus d'aisance que nous qui sommes très intelligents et à la moindre injustice, parce que notre patron nous a donné un commandement de façon un peu sévère ou une remarque un peu sèche, n'est-ce pas ? Ça suffit tout de suite pour se faire un cinéma intérieur. C'est la question de Saint-Exupéry, dans Pilote de guerre. Il est dans son avion, il va bombarder au-dessus de l'Allemagne, et puis il sait que normalement, il ne va pas revenir de cette mission. En fait, il est revenu puisqu'il a écrit le livre, hein, bien sûr, mais parce que soit deux solutions, soit il vole plus bas pour atteindre son objectif et il se fait tirer par la DCA, soit il vole plus haut, ses commandes gèlent, et de toute façon, il s'en sort pas. Bon, donc il réfléchit quand même, et il réfléchit, il se dit, je pars quand même pour la patrie. N'est-ce pas ? Et la mienne, elle a quelques vertus républicaines, enfin, qui sont au fronton des mairies, liberté, égalité, fraternité. Mais il ne s'arrête pas là. Il pas simplement je hurle pas à la valeur républicaine. Il s'est dit, mais au fond, en quoi je suis frère ? En quoi je suis égaux ? En quoi je suis libre ? Qu'est-ce qui fait fondamentalement, sur quel socle je mets l'égalité et autres ? Vous abordiez par exemple la question effectivement de l'esprit d'entreprise par rapport à un système social. Mais on a évoqué tout à l'heure la question de la santé, on a évoqué la question de la culture, on pourrait évoquer beaucoup de choses très concrètes. On a parlé tout à l'heure, deux mots qui me touchent beaucoup, je vais y revenir, l'amour et le bonheur. Bon, au fond, sur quoi ? Sur quel socle ? Je suis libre, mais en fait, je suis pas libre de mesurer 1m90 si j'en fais 1,60. Voilà, je suis pas libre de courir en 10 secondes 200 mètres si j'ai pas les qualités qu'il faut. Bon, en quoi ? Très intéressant, je vous invite à lire. Saint-Exupéry, comme chacun le sait, n'est pas un saint canonisé. Et donc, c'est ouvert à tout humaniste. Hein, voilà, comme réflexion. Et je trouverais très intéressant que nous puissions effectivement chacun, en vérité, pour d'abord réformer sa propre existence, et puis peut-être rayonner sur le cercle autour de lui. Et puis si on est président, chef de l'État, le cercle est plus large, c'est vrai, que lorsqu'on est chanoine en Ardèche. Eh bien, en quoi on peut travailler pour une égalité ? Bon, on pourrait dire aussi la même chose, en quoi on pourrait travailler pour une fraternité ou une liberté ? Sur quelles choses très concrètes ? En sachant que les choses concrètes, pour moi, ne sont pas nécessairement matérielles. Parce que parfois, à chaque fois que je parle d'incarnation de concret, tout de suite dit en termes de compte en banque. Non, le fait, par exemple, d'être heureux, c'est quelque chose de très concret. Et je peux avoir les poches vides. Si je suis heureux, je crois que finalement, au niveau de la qualité de mon être, je suis peut-être au-dessus, entre guillemets, de celui qui est malheureux et qui est riche. Voilà. Je trouverais intéressant, en sachant qu'on pourrait éliminer tout de suite certains systèmes égalitaristes qui ont voulu justement mettre l'égalité là où, à mon avis, elle n'est pas. Et ça, c'est la question du discernement. Je crois que Dieu n'a pas voulu, par exemple, qu'on ait tous le même compte en banque. Ça, c'est pas le fruit du péché.
Ça, je le dis carrément, tant pis quitte à choquer. Hein. Voilà, parce que vous savez que le péché dans notre doctrine catholique vient tout brouiller. Hein, du plan initial de Dieu, hein, de sa providence, pour reprendre le mot qui a affleuré tout à l'heure, n'est-ce pas? Mais il y a des choses qu'il ne faut pas non plus tout imputer dans la diversité de ce monde, tout imputer au péché humain, celui qu'on appelle la faute des origines, ou notre propre péché, ou nos systèmes qui sont globalement mauvais. Donc je trouvais intéressant, alors moi personnellement en tout cas je vous donne ce témoignage qui me paraît rejoindre profondément certains des témoignages ce soir et puis simplement l'évangile. Il y a 2 lieux où on pourrait travailler vraiment à l'égalité, c'est l'amour et le bonheur, n'est-ce pas? Hein, vous allez me dire peut-être le bonheur dans l'amour, hein, ou l'amour dans le bonheur, hein, peut-être qu'au fond c'est un même travail. Voilà, ça ne signifie pas que tout le reste, par exemple la recherche scientifique pour essayer de guérir des maladies, hein, parce que, comme le disait Frédéric, l'handicap, c'est pas très fun. On peut trouver d'autres mots, mais je crois que c'est clair. On ne doit pas l'admettre, même si on sait qu'on peut aider quelqu'un à être heureux avec son handicap. Voilà. Et je trouverais intéressant qu'on se fixe comme cela des objectifs très concrets, et ça nous aiderait à discerner ce qui, dans cette diversité qui est autour de nous, encore une fois, est le fruit d'injustice, donc il faudrait les gommer, et ce qui n'est pas le fruit d'une injustice. Bon, un exemple tout simple, ça a été le fruit des débats l'année dernière, la diversité homme-femme, n'est-ce pas? Est-elle effectivement une injustice? C'est-à-dire, est-il moins bien d'être un homme ou moins bien d'être une femme? J'aurais dit, écoutez, est-ce qu'on peut être heureux comme une femme? Et est-ce qu'on peut être heureux en tant qu'un homme? Oui. Est-ce qu'on peut être heureux même entre un homme et une femme qui s'aiment pour la vie? Oui, bon, je pense. Monseigneur, comment vous réagissez à cette question que j'ai découverte justement dans une perspective un peu catholique? Dieu a pourvu les hommes de talents différents, comme pour nous inciter à partager les uns avec les autres. Oui. Talent, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore entendu ce soir. Talent, ça fait partie de cette diversité. Et de ces différences qui sont bonnes en entreprise. Et voilà, exactement. C'est-à-dire, il y a une diversité. Je dirais qu'il y a un talent. Alors, certains peuvent. D'abord, c'est la parabole des mines ou des talents. C'est une des paraboles dans l'Évangile. On pourrait aussi parler d'un mot qui est un peu à la mode, qui se trouve aussi aujourd'hui dans des langages politiques, de charisme, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est un mot très théologique au départ, mais on parle du charisme de quelqu'un pour parler, pour autre, etc. Il y a certainement une diversité, encore une fois, qui n'est pas le fruit de maladresse ou de fautes humaines, mais qui est vraiment pour enrichir notre monde. Ça, je crois qu'on en est tous convaincus. Voilà. Et donc, ces diversités-là, par exemple, elles nous aident à s'entreporter. C'est-à-dire, dans le dessein, là, je parle en tant que croyant de Dieu, il est sûr que l'homme n'est pas individualiste. C'est une personne, donc, avec une autonomie propre, dans un univers humain, un univers aussi du monde, hein, le cosmos, avec des animaux, avec des tas d'autres réalités que les hommes autour de lui. Et il ne doit pas simplement faire avec, hein, de genre tolérer, supporter. Il doit, c'est-à-dire que l'aspect social est quelque chose qui est absolument inhérent à sa nature. Et effectivement, c'est génial de pouvoir, dans toute cette expérience, se compléter. De temps en temps, si jamais il m'écoute à la radio, je le dis souvent, moi j'ai un vicaire général, c'est mon bras droit, qui est totalement différent de moi. Et c'est merveilleux, parce qu'on se complète. Voilà, donc des talents qui seraient autant de différences, qui serviraient à se compléter, à s'aider pour aller vers un niveau plus égal. Est-ce que là, on rejoint un peu les deux bouts? Pour aller vers un niveau où il y a une complémentarité et où cette complémentarité permet à chacun de s'épanouir, sachant qu'encore une fois, l'épanouissement, il est vraiment question, enfin je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la finalité, c'est d'être bien, et le bien, c'est être heureux, c'est le bonheur, c'est sans doute aimer, etc. Donc si vous voulez, quand tout à l'heure je parlais du fait de se réaliser, d'avoir une volonté pour se réaliser, la réalisation n'est pas forcément matérielle. La réalisation, elle peut être à n'importe quel niveau. Le tout, c'est d'être en harmonie avec soi-même, c'est-à-dire c'est de se connaître, donc d'avoir fait cette expérience de se connaître soi-même, de l'avoir accepté. Chacun est différent, on n'est pas égaux. Bon, chacun a ses talents. Donc je suis convaincu que chacun a ses talents, donc ça, il faut aussi le faire valoir. Et si on laisse chacun avoir la chance de pouvoir les exprimer, encore une fois, après, il faut être heureux de ce qu'on a. Bon, je vais faire un mini-tour de table parce qu'il nous reste une poignée de minutes et justement, on va essayer de se rejoindre. Comment vous arrivez à relier oui, on est inégaux, il n'y a pas d'égalité. Oui, on a tous des talents qui servent à partager, à s'aider. Une phrase chacun avant qu'on rende l'antenne. Comment encourager justement ceux qui nous regardent? Moi, je vais vous dire où j'ai vu les gens les plus heureux de la vie, dans ma vie. C'était cet été en vacances à Madagascar, pays le plus pauvre du monde. 1,50 € par jour de salaire moyen. Pas d'électricité, pas de Wii, pas d'internet pour mes enfants. Là. Rien de tout ça.
ils avaient tous le sourire. Voilà. Et vous savez ce que c'est pour eux, être heureux? C'est de pouvoir avoir quelque chose à poisson, quelque chose à manger dans la journée. Voilà. On revient vraiment à des choses simples, hein, mais voilà, c'est fondamental. Marie-Claire Capobianco. L'égalité n'est pas une fin en soi. Ce qui est important, c'est encore une fois d'être bien, d'être heureux. Voilà. Donc c'est pas l'égalité. Finalement, la question sur l'égalité, je ne sais pas si c'est une bonne question. Donc, tous égaux, une imposture, on retire le point d'interrogation. Ok. Frédéric Bedos. J'ai bien envie juste de reprendre, puisqu'on est dans un pays où on est censé avoir ces 3 valeurs, liberté, égalité, fraternité, et qu'on se pose la question, et moi j'ai l'impression que voilà, on ne peut avoir la liberté et l'égalité que si véritablement on vit la fraternité. À partir du moment où on commence à regarder chacun que l'on rencontre comme un frère ou comme une sœur, ça change tout. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric Bedos. Monseigneur Ravel, on vous laisse. Le mot de la fin, vous avez une minute. Dans l'égalité, en parlant du bonheur et de l'amour, n'oublions jamais que la pire des maladies, me semble-t-il, même si je ne veux pas l'opposer à d'autres handicaps, c'est la solitude, n'est-ce pas ? Donc je suis, et puis aussi par tempérament, pour un discours d'autonomie, de responsabilisation, hein, en particulier. Et là, il y aurait peut-être un autre thème politique, hein, à se poser, c'est celui de l'éducation. Voilà. Bon, je ne suis pas très sûr qu'avec tout le mérite que je reconnais totalement aux professeurs, hein, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, mais qu'on ait un système qui soit très égalitaire, parce que justement, on le veut égalitariste, et certains jeunes, finalement, ne s'épanouissent pas du tout. Et donc, vraiment, la question de la solitude, pour moi, est une question importante. Certains le savent. Pendant une douzaine d'années, j'ai accompagné beaucoup de personnes seules, de tout niveau social. Hein, donc, ce n'est pas une question d'abord de marginalisation ou sociale ou sociétale. C'est que nous ne sommes pas toujours égaux, effectivement, dans les relations que nous avons en nombre et en qualité. Et alors, si tout être humain ici qui nous écoute peut faire un effort, alors prenons le mot amour si vous voulez, mais même encore plus concret, la qualité de relation, nous serons un peu plus égaux. Merci beaucoup, Monseigneur Luc Ravel. Je vous remercie tous les 4, Marie-Claire Capobianco, Frédéric Bedos, Stéphane Trépoz et Monseigneur Ravel. Donc c'était cette 52 minutes ensemble sur ce thème tous égaux, une imposture. Et finalement, je crois qu'il faut enlever ce point d'interrogation. C'était le lancement des entretiens de Valpré. Vous pouvez les suivre toute la semaine prochaine à Lyon. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne soirée sur KTO et Radio Notre-Dame.